Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers étudiants, par cette nouvelle vidéo, donc on va essayer de présenter une nouveauté au niveau des règles parasimiques algériennes 2024. Il s'agit donc de l'annexe J sur l'introduction au calcul capacitaire. Pour la première fois, donc, les règles parasimiques algériennes parlent de calcul capacitaire en passant par les méthodes statiques équivalentes non linéaires. Je rappelle que les RPA en général propose trois différentes méthodes. La méthode statique équivalente linéaire, la méthode d'analyse modale spectrale, la méthode d'analyse dynamique par accélérateur. Ce sont les plus utilisées. Parmi ces trois, bien sûr, on note la simplicité de la méthode statique équivalente qui est largement utilisée donc, au niveau de nos bureaux d'études. Selon certains critères, bien sûr, il faut vérifier. Le plus important, ces critères, c'est des critères de régularité, que ce soit en plan ou bien en élévation. C'est les plus importants. Sinon, donc, on passe aux méthodes dynamiques, donc la méthode, ce qu'on appelle la méthode modale spectrale, en passant donc par des exemples qui ne peuvent pas être traités par la méthode statique équivalente linéaire. Enfin, donc, pour les experts et les chevronnés, donc, on propose d'utiliser ce qu'on appelle les méthodes d'analyse par accélogramme. Et là, donc, c'est vraiment des cas qui sont vraiment spécifiques. Et il faut un personnel qualifié pour justifier donc le choix des sismes de calcul. Donc, là, on est familier avec ces méthodes, surtout la méthode statique équivalente linéaire. Le RPA a ajouté, donc RPA version 2024, a ajouté donc une petite porte concernant ce qu'on appelle la méthode pushover ou bien la méthode statique équivalente non linéaire. Et là, donc, que ce soit au niveau du point 2.6 où on parle de la modélisation et méthode de calcul, donc là, dans le commentaire, on dit que cette analyse pushover peut également être utilisée. Et il nous renvoie donc à l'annexe J. L'annexe J, donc, c'est une annexe informative qui expose les principes de la méthode dite pushover, qui est une procédure statique non linéaire. Là, donc, le but de cette vidéo est d'expliquer un petit peu cette annexe J et on aura l'occasion de faire une application numérique pour justifier ou bien pour expliquer mieux cette méthode. La méthode pushover, donc, est une méthode qui est largement utilisée actuellement, surtout dans les règlements parasismiques dans les pays développés, que ce soit au niveau des États-Unis ou bien en Europe. Donc, l'Eurocode 8 ou bien l'ATC ou bien le FIMA au niveau des États-Unis. Donc, le règlement repose sur ce principe de la méthode pushover. Il y a quelques exigences donc, qui sont énumérées au niveau de RPA 2024. Ce sont les mêmes exigences donc, concernant les méthodes statiques équivalentes non linéaires. Donc, à savoir bien choisir le modèle, bien choisir, donc, justifier la non-linéarité donc, dans le calcul, essayer de soumettre donc, la structure à des forces horizontales progressivement de façon donc, à ce qu'on atteigne le déplacement cible de façon progressive. Bien sûr, la méthode pushover repose sur l'hypothèse fondamentale que on utilise un seul mode qui est le premier mode, donc en général le mode dominant, donc on va l'utiliser pour faire pour charger donc le modèle à plusieurs degrés de liberté de façon progressive. Elle peut être appliquée donc en général pour vérifier ou évaluer la performance des structures, que ce soit neuves ou bien existantes. Cette méthode est appliquée donc dans les deux directions choisies par l'ingénieur, donc surtout les directions donc, qui vérifient les critères de régularité. Enfin, pour les structures irrégulières, il faut passer par une analyse pushover en trois types. Bien sûr, les déplacements obtenus en méthode pushover sont directement utilisés sans modification. Dans notre RPA, donc, on va présenter les différentes étapes de cette méthode. Premièrement, donc, il faut que le problème soit, la structure soit une structure plane. Donc, c'est un système plan à plusieurs degrés de liberté. La relation non linéaire fausse déplacement pour les éléments structuraux, donc, sous chargement monotonique est exigée. Et un spectre élastique de pseudo-accélération, donc, défini par rapport à la période et au coefficient d'amortissement xi. Donc, une fois que j'ai cette structure plane à plusieurs degrés de liberté, donc je lui applique un chargement latéral en plus du chargement donc gravitaire ou bien permanent. Donc, j'ajoute un chargement latéral
de façon à ce que je fais augmenter ce chargement de façon progressive jusqu'à atteindre donc ce qu'on appelle un déplacement maximal ou bien un déplacement cible. Donc, le choix de ce chargement latéral, donc le RPA propose ce type de chargement, donc il est courant ce type de chargement, donc il est proportionnel à la masse par le biais de l'utilisation du mode dominant donc de vibration. Le phi est un mode dominant de vibration. Donc pour chaque étage, on applique une force Fi est égale à MI fois phi. Donc cette force est appliquée de façon horizontale au niveau de l'étage ou bien du I correspondant. Bien sûr, dans cette méthode, les planchers sont considérés comme des planchers infiniment rigides, donc on utilise le principe de diaphragme dans les planchers. Donc là, pour le choix de ce déplacement cible, de ce point cible, le RPA propose donc le centre de gravité du dernier étage, donc du dernier étage de la structure. Bien sûr, s'il y a un appendice, donc il faut éviter ce point, il ne faut pas l'utiliser. D'accord. Donc une fois que j'applique les charges latérales sur ce portique-là, donc à deux dimensions, donc le portique plan, donc voilà, donc je vais appliquer, si vous voulez, les FI que j'ai proposés, MIFI, donc ça c'est FI, d'accord, qui sont donc appliqués latéralement, donc en utilisant un des logiciels, que ce soit le SAP, ETAP, ce que vous voulez, ça va me donner une courbe de ce type qu'on appelle la courbe push-off. C'est une courbe qui représente donc la variation de l'effort tranchant à la base par rapport à ce déplacement au sommet que j'ai choisi ici au centre de gravité. Donc, on obtient cette courbe facilement en faisant donc, j'ai déjà fait une application donc pour voir un petit peu comment déterminer cette courbe par SAP 2000. Une fois que j'ai ce courbe-là, donc c'est une courbe qui est définie dans le système pour le système à plusieurs degrés de liberté, il faut que je la transforme en système à un seul degré de liberté dans le format F étoile D étoile en utilisant simplement donc ce qu'on appelle un coefficient de participation gamma qui est un coefficient de réduction, donc qui va contrôler la transformation du système à plusieurs degrés de liberté à un système à un seul degré de liberté. Donc avec F étoile qui est VB sur gamma et D étoile qui est égal à D1 sur gamma. Avec donc M étoile qui est égal à somme des FI et gamma donc qui est égal à somme des FI sur somme des FI au carré sur FI. Donc là, c'est simple à calculer ce gamma pour qu'on puisse faire la transformation du système à un seul degré, du système à plusieurs degrés de liberté à un système équivalent à un seul degré de liberté. Bien sûr, ce système équivalent est intéressant puisqu'il va obéir donc à une équation à un seul degré de liberté que je peux résoudre facilement. D'accord? Donc là, ce système est obtenu grâce à ce coefficient donc, de réduction ou un coefficient de participation gamma. Il y a une hypothèse donc, dans la méthode RPA, c'est qu'elle exige la récité de post-classification des systèmes et soit égale à zéro, c'est-à-dire on parle beaucoup plus d'un comportement élastoplastique parfait d'une façon générale. Ça, c'est une hypothèse de RPA 2024. Voilà donc, une fois que j'obtiens ma courbe push-over transformée au système à un seul degré de liberté, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de la linéariser. Donc, en linéarisant en un comportement élastoplastique parfait, comme j'ai dit par une des méthodes de linéarisation. Donc, en fait, il y a plusieurs méthodes de linéarisation. On aura l'occasion de faire une application complète pour voir les différentes méthodes utilisées pour la linéarisation. Et bien sûr, le choix de la méthode dépend des objectifs de l'application. Donc, de façon générale, il y a ce qu'on appelle les méthodes équilibrées. Donc, il y a les méthodes à pente initiale, il y a ce qu'on appelle la méthode à pente séquente et ainsi de suite. Donc ça, c'est des méthodes qui sont utilisées pour l'INES. L'essentiel dans ces méthodes, c'est qu'il y a un équilibre d'énergie entre la structure réelle, donc ou bien, si vous voulez, la courbe réelle de Puffer et la courbe idéalisée. Ça, c'est un des principes fondamentaux pour faire la bilinéarisation. D'accord? Donc, comme j'ai dit, on aura l'occasion de faire une application dans ce sens. En fait, pour passer à la bilinéarisation, c'est simple, on utilise cette équation-là. Dans cette équation-là, donc, le E étoile 1 qui est l'énergie, qui est la surface, donc elle est connue puisque c'est celle-là, d'accord? Elle est connue à partir de la pushover. Donc, on aura trois variables à déterminer. Qu'est-ce qu'on fait? En général, on fixe deux variables et on cherche la troisième variable. C'est ça, donc, la différence entre les méthodes. Donc, une fois que j'obtiens cette courbe, cette courbe, c'est une courbe idéalisée.
c'est simple puisque c'est des droites. Donc, je peux tirer ici le F étoile Y et je peux tirer ici le D étoile Y. D'accord? Ça, c'est très important parce que je suis en train de travailler sur un système équivalent à un seul degré de liberté. Donc, je peux calculer sa période propre T étoile qui est de M sur 2 pi sur M étoile K étoile. D'accord? Donc, ça, c'est une valeur fondamentale pour la suite de la procédure. D'accord? Donc, une fois que j'ai ce système à un seul degré de liberté, je passe maintenant à la demande. Parce que là, celle-là, c'est beaucoup plus la capacité. Donc, c'est ce qu'il y a donc dans le système. Là, c'est la demande, c'est ce que demande un tremblement de terre. Là, on parle donc des spectres, donc d'une façon générale. Les spectres, on passe par des spectres inélastiques. Bien sûr, les spectres, on prend un spectre élastique au début, donc dans le format SAT, donc là, on le trouve dans n'importe quel règlement. Donc, on a un spectre élastique dans le règlement donc, qu'on peut l'utiliser et on le transforme en format SAE, SD, donc ce qu'on appelle la DRST. Là, donc, la transformation se fait par le biais de cette équation T au carré SA sur pi au carré. Et on aura donc ce format-là est un format élastique, est une courbe de demande élastique en format ADRST. Une fois que j'ai ceci, donc, je peux facilement calculer le spectre inélastique à partir du spectre élastique. Pour cela, donc, je passe par des transformations. Donc, il y a une relation entre SA et SD par le biais de ce qu'on appelle le coefficient de réduction R mu, qui dépend lui-même donc du coefficient d'utilité ou bien du facteur de dureté. C'est ce que propose le RPA. Donc, le RPA propose ceci en fonction de ces deux conditions. Bien sûr, le T, c'est le T étoile qu'on a calculé d'ici ça un seul degré de liberté. D'accord? Et on les positionne par rapport à la valeur de T2, donc qu'on le trouve selon le site ou bien selon le groupe d'une façon générale. T2, c'est la limite donc des périodes qui correspond au palier d'accélération constante. Voilà. Donc si dans le deuxième cas, si vous prenez le deuxième cas, R mu est égal à mu et que vous remplacez ici, donc vous allez voir que le déplacement inélastique et le déplacement élastique vont être conformes. D'accord. Donc, une fois que j'ai ce mu, je peux tracer une des graphes donc, de demande inélastique, par exemple pour nu est égal à 2. D'accord. Il y a quelle que soit la valeur de nu que vous calculez, donc vous pouvez déduire la demande inélastique par rapport à la demande élastique, toujours dans le format donc SA, ST. D'accord. J'ai la demande, j'ai la capacité, je peux les intercepter. D'accord. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire ça graphiquement, donc vous pouvez le calculer directement par les formules que le RPA propose. Donc, le RPA propose de calculer un déplacement qu'on appelle déplacement cible à comportement élastique illimité. C'est quoi? C'est simple. C'est la courbe de capacité linéaire au début. Donc, vous avez une courbe de capacité, celle-là. D'accord? Vous allez la continuer, cette courbe-là, cette pente-là, vous allez la continuer jusqu'à arriver donc au spectre élastique là. Donc, c'est ce point-là donc, qui est appelé le déplacement cible à comportement élastique illimité jusqu'à ce qu'il atteigne donc, le spectre élastique. Donc, ce déplacement-là qui est important, il va être égal au spectre de réponse à accélération donc, correspondant à T étoile, multiplié par T étoile et 2π. Celui-là est tiré directement du spectre à partir de la valeur de T étoile, donc on obtient SE. Et là, donc, on peut calculer les T étoiles ET. Maintenant, ces deux étoiles ET, c'est le déplacement donc comme j'ai dit, un comportement élastique illimité. Moi, je cherche le D étoile T, qui est le déplacement donc cible dans le domaine, dans le domaine qui dépend de T étoile et de T2 en général, ou bien de la position de T étoile par rapport à T2. C'est le déplacement cible du système à un seul degré de liberté. Pour cela, le RPA propose donc deux possibilités. Soit que T étoile est inférieur à T2, et là on est dans le domaine des périodes courtes. Dans ce domaine-là, donc, on a deux sous-cas. On vérifie le rapport FY étoile sur M étoile par rapport à SE, donc tiré du graphe. Et là, si c'est supérieur, on reste dans le domaine élastique. S'il est inférieur, maintenant, c'est le domaine non linéaire inélastique. Et là, donc, le RPA donne une équation qui permet de calculer le déplacement cible du système à un seul degré de liberté par rapport donc au déplacement élastique illimité. D'accord? Cette formule ne doit pas vous donner donc un déplacement d étoile supérieur à 3 fois d t étoile, donc il faut qu'il reste inférieur à 3.
D'accord? Donc, c'est schématisé ici à peu près. Donc, vous voyez, donc, si continue cette pente-là jusqu'à la courbe élastique, donc, vous voyez que j'obtiens le DE étoile, ce qu'on appelait le déplacement élastique illimité. D'accord? Et là, donc, là, normalement, c'est l'interaction avec une courbe inélastique. Ça me donne donc le D étoile qui est différent, donc, dans ce cas. D'accord? Le deuxième cas, donc, c'est le cas où le T étoile est supérieur ou égal à T2. Donc, on est dans le domaine des périodes moyennes et longues. Et là, vraiment, on est dans le domaine élastique. On reste dans le domaine élastique. D étoile T est égal à D étoile ET. D'accord? Là, parce que juste là, le coefficient R mu est confondu avec la ductilité. Vous voyez donc, vous voyez que si je fais ceci, l'intersection sont D étoile T, l'intersection avec la capacité, donc ça me donne D étoile T, qui est confondu avec D étoile ET. Voilà, donc c'est aussi simple. Et là, donc, une fois que j'ai le système à un seul degré de gravité, je dois passer au système à plusieurs degrés de gravité et je calcule le déplacement donc, final que je cherche du système à plusieurs degrés de gravité en revenant donc par le biais de mon coefficient de falsification gamma. Donc, le D droit que j'ai calculé par les formules, je le suis par gamma et j'obtiens le D, D élastique que je cherche des systèmes à plusieurs degrés de liberté appelés déplacements cibles que, en général, on le cherche toujours à travers cette méthode de push-off. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il propose le RPA pour la suite? Bon, ce n'est pas encore précisé, sincèrement. Donc, dans l'annexe G, on s'arrête ici à DTI qui est égal à gamma DT étoile. D'accord? Deux possibilités donc à prévoir. Soit on va vers une philosophie de la méthode N2, donc qui est utilisée dans l'Eurocode, soit on va dans la philosophie de l'ATC 40, qui est donc le code américain, mais le plus probable, donc on va vers une philosophie N2. Cette philosophie N2, qu'est-ce qu'elle dit? Parce que j'aurai besoin des efforts tranchants et des déplacements au niveau de ma structure pour que je puisse faire la conception à partir du déplacement cible ici. D'accord? Donc, une fois que j'ai levé le D étoile T, d'accord? Je calcule d'abord l'effort tranchant à la base. Donc, si je suis dans la méthode N2, donc, en utilisant donc la valeur limite de mon effort donc, du système à un seul degré de liberté, je multiplie par gamma, j'obtiens l'effort tranchant à la base. Cet effort tranchant à la base, je le distribue donc, selon donc, le mode que j'ai utilisé de vibration. Donc j'aurai ici des forces en chaque étage FI. Ces forces-là, je vais les appliquer sur ma structure initiale. D'accord? Et je vais faire une deuxième push-over à partir de ces forces. Mais là, il faut que j'arrête ma deuxième push-over sur le déplacement que j'ai calculé. Donc, par la première push-over d'été. D'accord? Et je vais arrêter donc la push-over jusqu'à ce valeur maximale. Donc j'aurai une deuxième push-over. Maintenant, à partir de ce deuxième push-over, je peux facilement déterminer les quantités. Vous allez donc en SAP ou bien en étapes. Et bien sûr, avec cette exécution push-over, vous allez tirer donc les déplacements et les efforts donc, tranchants et les efforts tranchants à la base directement à partir de SAP. Là, c'est très simple. Voilà donc. Maintenant, si vous êtes dans l'ATC 40, donc qui est moins probable d'utiliser dans les RPA 2024, mais qui peut être utilisé pour avoir un ordre de grandeur de ce que vous allez calculer par la suite. Donc, qu'est-ce qu'elle prévoit l'ATC 40? On a fait un exemple dans ce sens. C'est qu'une fois que j'ai le déplacement, donc, je vais le multiplier par gamma pour obtenir le déplacement du système à plusieurs degrés de liberté. Ce déplacement-là, je vais le rentrer directement dans ma première et seule pushover que j'ai fait au début, ça va me donner donc un VB. D'accord? Vous pouvez même le tirer par interpolation à partir de votre table. Donc, une fois que j'ai ce VB, d'accord, je vais carrément donc le répartir suivant la hauteur, donc en fonction de la hauteur et du poids de chaque hauteur. Le déplacement, comment il est calculé de l'étage, d'accord? Rappelez-vous que dans N2, le déplacement est tiré directement du SAP pour chaque étage à partir donc de la deuxième pushover. Mais là, on n'est pas obligé de passer par le deuxième pushover dans le cas de la TC 40. Le déplacement est déterminé à partir toujours de mon vecteur propre, donc phi 1 que j'ai utilisé. Rappelons que phi 1, donc, on a posé donc la dernière, la valeur du dernier étage à 1 et les autres valeurs sont exprimées par rapport à cette valeur qui est égale.
Voilà, donc ça donne une idée sur cette méthode capacitaire qui est définie dans l'annexe J de RPA 2024 et ça peut constituer donc une première étape pour aller vers cette évolution donc récente lorsqu'on veut vraiment utiliser la non-linéarité d'une structure dans le calcul parasismique. Voilà, donc je vous remercie. Je vous retrouverai donc dans une autre occasion pour d'autres vidéos. Merci.